Alors, je pose une question que beaucoup préfèrent éviter. Qui a fait cela? Les États-Unis. Je pose une question simple. Qu'avaient fait ces... Avez-vous déjà pris le temps de vous demander ce qui se passe réellement en ce moment entre les États-Unis ou plus précisément Trump lui-même et l'Iran? Oui, je dis Trump, parce que c'est lui qui est au centre du jeu, malgré tout ce qu'on raconte. Depuis des semaines, on entend des menaces, des discours durs, des déclarations fortes. Mais une question reste là, comme un mystère que beaucoup évitent. Pourquoi Trump, malgré tout ça, n'a toujours lancé aucune attaque directe contre l'Iran? Beaucoup n'ont rien compris. Certains pensent que c'est juste de la politique. D'autres pensent que c'est un simple calcul électoral. Mais si c'était seulement ça, on aurait déjà vu un mouvement clair. Alors je te pose une question simple. Pourquoi hésitera-t-il? Pourquoi cette prudence soudaine? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont découvert qui les oblige maintenant à faire attention? Parce que l'Iran aujourd'hui n'est pas le pays que le monde croyait connaître. Pendant que beaucoup dormaient, pendant que l'attention mondiale était ailleurs, eux avançaient dans l'ombre. Technologie, stratégie, défense, des progrès silencieux, mais solides. Et aujourd'hui, même les grandes puissances regardent l'Iran autrement. Et voilà ce que beaucoup doivent en comprendre. Trump n'a jamais été un homme qui cherche la paix pour la paix. Il aime la pression, la confrontation, le chaos maîtrisé. Alors pourquoi ici, malgré son tempérament, il retient ses gestes? Avant d'entrer dans les détails de notre analyse, je veux que tu écoutes Dr Zakir Naik, parce que dans un extrait précis, il explique quelque chose d'essentiel. Comment les médias choisissent ce qu'ils montrent, comment ils fabriquent ça ou la peur, et comment certaines vérités sont volontairement étouffées. Écoute-le attentivement. Et juste après, je reviens. Je reviens pour te donner les dernières informations que certains médias cachent, et surtout une analyse beaucoup plus profonde, pour que tu comprennes pourquoi les États-Unis, Nikon et Trump n'agissent pas comme d'habitude face à l'Iran. Je veux que ce soit très clair. Je condamne totalement ce qui s'est passé hier. Toute attaque contre des civils est injustifiable. Toute vie innocente arrachée est une tragédie. Mais si nous voulons être honnêtes, alors nous devons être justes dans toutes les situations. Pas seulement quand cela concerne certaines régions du monde. Dans le même souffle où je condamne ces attaques, je condamne aussi les milliers d'innocents en Afghanistan qui ont perdu la vie. Je condamne ceux qui ont perdu leur vue, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont été laissés mutilés à vie par des bombardements. Je condamne les civils en Irak qui ont été ensevelis sous les décombres. Je condamne les familles détruites. Je condamne les innocents en Palestine qui sont arrachés à leur maison, à leurs proches, jour après jour. Parce que pour moi, une vie humaine reste une vie humaine, peu importe la nationalité, la couleur ou la religion. Alors, je pose une question que beaucoup préfèrent éviter. Selon moi, l'un des plus grands crimes contre des civils dans l'histoire moderne, c'est ce qui s'est passé à Hiroshima. Des centaines de milliers de personnes ont été touchées. Beaucoup ont perdu la vie instantanément. D'autres ont perdu la vue. D'autres ont perdu leurs membres. D'autres ont vécu des années avec des souffrances que les mots ne peuvent même pas décrire. Des familles entières ont disparu. Des enfants ont été privés d'avenir avant même de comprendre le monde. Qui a fait cela? Les États-Unis. Je pose une question simple. Qu'avaient fait ces civils pour mériter cela? On me dit, c'était la guerre. Mais je pose une autre question. Est-ce que la guerre donne le droit d'anéantir des civils? En islam, même pendant une guerre, il existe des règles claires et strictes. On ne tue pas les femmes. On ne touche pas aux enfants. On ne s'en prend pas aux personnes âgées. On ne s'attaque pas aux civils qui ne combattent pas. On ne détruit pas aveuglément. Même en situation de conflit, l'islam impose une morale. Alors, comment justifier des bombardements massifs? Des armes qui se dispersent sur des quartiers entiers? Des frappes qui laissent derrière elles des corps sans vie? Des blessés à jamais? Des enfants traumatisés pour le reste de leur existence? On appelle cela des dommages collatéraux. Mais quand un enfant perd la vue, quand une mère perd son fils,
quand une famille est rayée de la carte, peut-on vraiment appeler cela un simple dommage? Prenons l'Afghanistan. Des bombes ont été envoyées pour atteindre une cible précise. Mais ces bombes ont touché des villages entiers, des gens ordinaires, des familles qui n'avaient aucun lien avec le conflit. Ils ont perdu leur maison. Ils ont perdu leurs proches. Ils ont perdu leur avenir. Est-ce cela la justice? Ensuite, certains parlent de vengeance. Ils disent « On nous a attaqués, donc nous répondons ». Je le dis clairement, en islam, la vengeance contre des innocents est interdite. Si les États-Unis bombardent l'Afghanistan, cela ne donne aucun droit à qui que ce soit de s'en prendre à des civils ailleurs, ni à Paris, ni à New York, ni dans aucune ville du monde. Les deux actes sont faux. Les deux actes sont injustes. Les deux actes sont condamnables. Ceux qui ont largué la bombe sur Hiroshima ne suivaient pas les enseignements de l'islam. Ceux qui ont bombardé l'Afghanistan et l'Irak ne suivent pas l'islam. Et ceux qui attaquent des civils en Occident ne suivent pas l'islam non plus. Tuer des innocents, priver des enfants de leur avenir, laisser des populations mutilées ou traumatisées, n'a jamais été islamique. Quand je dis cela ouvertement, certains pays ne veulent plus que j'entre chez eux. Pourquoi? Parce que je dis que la vie d'un Afghan, la vie d'un Irakien, la vie d'un Palestinien a exactement la même valeur que celle d'un citoyen américain. Parce que je dis que les États-Unis ne sont pas au-dessus de la morale. Parce que je dis que la puissance militaire ne donne pas le droit d'effacer des vies humaines. Le véritable problème n'est pas la religion. Le véritable problème, c'est la politique mondiale. Et le véritable problème, c'est le silence sélectif des médias. Quand des civils perdent la vie en Occident, tout le monde parle. Quand des civils perdent la vie ailleurs à cause des bombardements américains, beaucoup détournent le regard. Je ne justifie aucun crime. Je condamne tous les crimes, mais je refuse l'hypocrisie. La justice doit être la même pour tous, ou alors elle n'est pas une justice. Comme tu viens de l'entendre, ce que Dr Zakir a expliqué, c'est exactement la base du problème. On vit dans un monde où l'information est filtrée, sélectionnée, orientée. Pas forcément pour dire la vérité, mais pour contrôler ce que les gens croient. Et maintenant, revenons à notre thème. Les États-Unis, Trump et l'Iran. Ce que certains médias ne disent comme pas clairement, c'est que la situation a changé. Ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus le même Iran. Aujourd'hui, l'Iran n'est pas seulement un pays qu'on peut menacer et faire plier par quelques déclarations. Sur le plan stratégique, l'Iran s'est préparé. Sur le plan technologique, ils ont avancé. Sur le plan défensif, ils ont construit une réalité que même les grandes puissances doivent calculer avec prudence. Et c'est exactement pour ça que tu vois un paradoxe. Beaucoup de bruit, beaucoup de menaces, mais très peu d'actions directes. Parce que dans ce genre de conflit, l'erreur de calcul peut coûter cher, très cher. Dans le Coran, Allah nous enseigne une règle. L'injustice n'est pas sans conséquence. Et Allah rappelle aussi que la puissance apparente n'est pas toujours la vraie puissance. Allah dit dans le Coran, dans le sens du message, que les croyants doivent se préparer selon leurs moyens et que la prudence et la patience font partie de la sagesse. Et quand tu regardes ce qui se passe, tu comprends. Et si, cette fois, ce n'était pas Trump qui contrôlait le tempo? Et si cette fois, la peur venait d'une découverte concrète? Et si cette fois, le vrai danger n'était pas ce que tu vois à la télé, mais ce qu'on ne te montre pas? C'est exactement pour ça que tu dois rester attentif. Parce que le monde n'est pas seulement dirigé par des discours, il est dirigé par des intérêts, des calculs et des plans silencieux. Ce que Dr Zakir Naik rappelle ici est extrêmement simple, mais très difficile à contourner. Quel est le seul État de l'histoire à avoir utilisé l'arme nucléaire contre des populations en temps de guerre? Les États-Unis, à Hiroshima et Nagasaki. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est de l'histoire. Mais regardez la différence de traitement. Personne ne dit sérieusement « des chrétiens ont lancé la bombe atomique sur le Japon ». On dit « les États-Unis l'ont fait ». Le gouvernement américain a pris cette décision. L'armée américaine l'a exécutée.
Et c'est normal, parce qu'on ne devrait pas rendre toute une religion responsable des décisions prises par un État. Alors pourquoi cette règle disparaît-elle parfois lorsqu'un criminel se réclame de l'islam ? Lorsqu'un individu musulman commet un attentat ou un crime, certains médias et responsables politiques commencent immédiatement à parler de l'islam, des musulmans, du Coran, de l'immigration, de toute une civilisation. Mais lorsqu'un homme appartenant à une autre religion commet un massacre, on analyse généralement l'individu, sa psychologie, son idéologie personnelle ou son environnement. Voilà le double standard que Dr Zakir Naik veut dénoncer. Un musulman qui commet un crime ne représente pas 2 milliards de musulmans. Exactement comme un dirigeant américain qui ordonne une guerre ne représente pas automatiquement tous les chrétiens du monde. C'est pourtant tellement simple. Et maintenant, regardons ce débat à travers ce qui se passe autour de l'Iran. Je pense qu'il faut arrêter de croire que les grandes puissances prennent leurs décisions uniquement au nom de la morale. Les États défendent d'abord leurs intérêts stratégiques, l'énergie, les routes commerciales, les alliances, les bases militaires, la technologie, la domination régionale, la capacité de dissuasion. Et l'Iran pose justement un problème particulier aux États-Unis et à Israël. C'est un pays qui refuse depuis des décennies d'être complètement intégré dans leur système d'alliance et de dépendance. Cela ne signifie pas que le gouvernement iranien est parfait. Absolument pas. On peut critiquer sa politique intérieure, ses violations des droits humains, ses choix régionaux ou son système politique. Mais cela ne change pas une réalité géopolitique. L'Iran possède une population immense, un territoire gigantesque, des ressources énergétiques, une industrie militaire, des missiles et une influence régionale importante. Autrement dit, l'Iran possède des moyens de dire non. Et dans les relations internationales, un pays capable de dire non est beaucoup plus difficile à contrôler qu'un pays entièrement dépendant d'une puissance étrangère. C'est là que se situe, selon moi, une grande partie du véritable enjeu. Lorsqu'on parle de supprimer la menace iranienne, de quelle menace parle-t-on exactement ? La menace nucléaire, les missiles, les alliés régionaux de Téhéran, ou plus profondément, la capacité de l'Iran à conserver une puissance indépendante qui empêche une seule coalition de contrôler totalement l'équilibre du Moyen-Orient ? C'est cette question qu'il faut poser. Parce que si l'objectif était uniquement de protéger le monde des armes nucléaires, alors il faudrait également parler avec la même force de toutes les puissances nucléaires de la région et du monde. Si l'objectif était uniquement de protéger les civils, alors les mêmes principes devraient être appliqués partout, indépendamment des alliances. Mais ce n'est jamais aussi simple. Les grandes puissances tolèrent énormément de choses lorsqu'elles viennent de leurs alliés et deviennent soudainement beaucoup plus sévères lorsqu'elles viennent de leurs adversaires. C'est cela, la réalité du pouvoir. Et quand certains parlent d'un nouvel ordre mondial, je préfère être précis. Ce n'est pas nécessairement une organisation secrète qui se réunit quelque part pour contrôler chaque événement. C'est surtout un rapport de force mondiale dans lequel les grandes puissances cherchent à préserver leur influence économique, militaire et politique. Et l'Iran refuse une partie de cet ordre. C'est précisément pour cela qu'il est confronté depuis si longtemps aux sanctions, aux pressions, à l'isolement diplomatique et maintenant aux menaces militaires. Encore une fois, cela ne transforme pas automatiquement l'Iran en héros.